Radio 2M. Faites entrer l'invité. Avec Fathi El Aouni. Bonjour et bienvenue à vous dans ce nouveau numéro de Faites entrer l'invité. Nous sommes tous en attente en effet du nouveau gouvernement. Il pourrait être annoncé dès cette semaine. Les pronostics vont bon train, qui sont ceux qui vont former le futur exécutif. Des noms commencent à circuler mais très peu, certains citant des sources proches des négociations. Faut-il s'attendre à une équipe gouvernementale plus réduite ? Combien de nouveaux profils ? Combien de femmes ? Combien de jeunes ? Et qu'en est-il pour la première participation au gouvernement pour le PAM ? Ce nouveau gouvernement va devoir s'atteler, et au plus vite, à des sujets cruciaux pour l'avenir du pays, lesquels nous allons en parler tout de suite avec nos invités. Une journaliste, Sorad Mekaoui, directrice de la rédaction de Maroc Diplomatique. Bonjour. Bonjour Fathia. Je suis ravie de vous recevoir. Première fois, je crois, dans le Faites entrer l'invité. Oui, à la radio, c'est la première fois, effectivement. Mais pas la dernière, j'y compte bien. Inch'Allah. Également avec nous, mon acolyte, Mustapha Shimi. Bonjour. Bonjour. Ça vous dérange pas que je vous appelle mon acolyte ? Oui, acolyte, c'est une connotation interrogative. Oui, vous allez garder votre point d'interrogation. Bonjour à vous deux, donc. Alors, les jours sont comptés puisque le gouvernement doit être en place. Là, je vous apprends rien avant la rentrée parlementaire. Donc, il ne reste que quelques jours. Tout d'abord, Mustapha, est-ce qu'on peut expliquer à nos auditeurs comment ça se passe ? Un organigramme doit être d'abord établi, ensuite une liste de noms. Comment ça se passe ? Alors, c'est une procédure avec plusieurs étapes. D'abord, il faut déterminer le format de la majorité. Ça a été arrêté dès le départ, c'est les trois partis arrivés premiers, en l'occurrence le RNI, le PAM et le Parti de l'Istiqlal. C'est sur cette base-là que l'on travaille. Ensuite, il y a des points de dialogue et de concertation. Ils se sont d'ailleurs réunis plusieurs fois, les trois chefs de parti, pour arrêter les axes d'un programme. Et je puis vous dire qu'une commission tripartite a été mise en place, où il y a un représentant de chacun des partis. En l'occurrence, il y a pour le Parti de Circlel, c'est Mahzouz, le nouveau président du conseil de région de Casablanca. Stade. Il y a également pour le RNI, me dit-on, Mohamed Boussaïd, ancien ministre des Finances. Me dit-on dans son oreillette. Et le PAM, on ne sait pas très bien par qui il est représenté. Je n'ai pas pu confirmer l'information. Donc c'est une commission qui est en train de travailler avec des allers-retours, des propositions, etc. Donc c'est un travail qui se fait. Pourquoi ? Parce qu'il faut arriver, le moment venu, devant la Chambre des représentants avec un programme gouvernemental. Donc ça, c'est le premier chemin. Le deuxième chemin, parallèlement, si je puis dire, c'est de voir quelle est la structure de ce gouvernement. Ce qui est retenu, c'est une vingtaine de départements. C'est-à-dire une vingtaine de départements, pas 25, pas 15, une vingtaine, 20, 21, c'est ce que l'on a comme indication. Étant entendu que pour ce qui est du format de ce gouvernement, le chef du gouvernement désigné, Aziz Khanouch, tient à ce qui est ce format-là et qui n'est pas un gouvernement pléthorique pour caser les uns et les autres, comme ça avait été fait par exemple dans le premier gouvernement Saadine Othmani le 5 avril 2017, où il y avait 39 membres. 39 membres avec 8 secrétaires d'État, des ministres délégués, etc. Aziz Khanouch a tiré les conclusions de cette expérience qui n'avait pas été probante. Et d'ailleurs, il y avait eu un réajustement en octobre 2019, vous vous en souvenez, puisqu'on avait supprimé les 8 secrétaires d'État et un certain nombre de ministères délégués. Donc, Aziz Khanouch tient beaucoup à ce format-là, étant entendu que dans ce format, il y a 5 départements régaliens. Oui, il faut le dire, 5 départements régaliens qui sont les affaires étrangères, l'intérieur, l'administration de la défense nationale, les habous, les affaires religieuses et le secrétariat général du gouvernement. Lequel secrétaire général du gouvernement est considéré comme membre du gouvernement dans tous les cabinets. Donc il y en a 5 qui n'entrent pas dans cette comptabilité qui relève d'une comptabilité particulière puisque c'est des départements régaliens où le souverain, évidemment, a la haute main. Donc le périmètre de consultation entre les trois partis intéresse une quinzaine de départements. Ce que l'on sait, c'est que le RNI tient beaucoup à avoir le pôle économique et financier, en excipant du fait qu'il a une expérience,
qu'il a fait du bon travail depuis 2018, depuis l'entrée des ministères RNI en octobre 2018 dans le cabinet Othmani, l'économie, les finances, le commerce, l'industrie, etc. Et on peut penser que Aziz Akhannouch voudra reconduire, peut-être pas la totalité des titulaires actuels, mais en tout cas une majorité d'entre eux. Ah bon ? Oui, parce qu'il considérera qu'il les a déjà sélectionnés en octobre 2018, qu'il considère qu'ils ont fait du bon travail, qu'ils ont été à la hauteur de la situation, notamment le département de l'économie et des finances avec la lutte contre la pandémie, d'où le ministère de l'économie et des finances de Bechaboun a été à la hauteur de la situation. Le ministère de Commerce et Industrie de Moulay Hafid Alami aussi n'a pas démérité, il a fait du bon travail avec beaucoup de volontarisme et une vision. Et puis, il y a le département de l'agriculture qui va être vide puisque son titulaire, c'était Aziz Akhannouch, qui devient chef du gouvernement. L'idée qui circule, c'est que ça serait son secrétaire général dans ce même département qui serait investi, qui serait retenu par Aziz Akhannouch, d'autant que ce qui semblerait secrétaire presque général, logique, il a été élu. On a le droit de parler ou comment ça se passe, Il a été Mustapha ? élu député de Non, on Berkane. attendra qu'il Maintenant, ait fini. maintenant, je vous redonne la parole, si vous voulez bien. Je vous en remercie, d'autant plus qu'il n'a absolument pas répondu à ma question, mais j'en ai l'habitude. La seule chose que je vous demande... En fait, la question de départ, Mustapha, c'était est-ce qu'un organigramme, à ce jour, serait déjà prêt ? Eh bien, Une fois tout... Mais j'ai fait cette longue introduction pour arriver à votre question. D'accord. Et alors, donc, l'organigramme, oui, c'est des pôles. Ce qui prévaut, c'est des pôles. Un pôle économique et financier, un pôle commerce-industrie, un grand pôle social aussi. Voilà ce que l'on sait pour l'instant. Donc, il serait prêt ? Parce que la question, c'est ça. Ça n'est pas prêt. Voilà. Jusqu'à ce Dis matin, donc, au bout de 7 minutes, je suis arrivé à avoir une réponse. Jusqu'à Donc, ce il n'est pas matin, prêt. la structure définitive de ce gouvernement n'est pas arrêtée. Il y a une esquisse qui se fait. Il y a la question du département de l'éducation nationale qui entre normalement dans le périmètre social, mais qui est un grand chantier, un grand département. Alors, on va parler des grands chantiers tout à Voilà. l'heure, si vous me le permettez. Donc, en temps normal, on établit déjà un organigramme et ensuite on met des noms. Oui, c'est la bonne méthode. C'est la bonne méthode qui a été retenue, c'est-à-dire la structure de ce cabinet, les départements respectifs, si possible, dans le cadre de pôles et non pas un fractionnement. Et puis, à ce moment-là, il y a les propositions des uns et des autres qui sont faites, c'est-à-dire les chefs de parti, pour présenter leurs candidats pour tel et tel poste, etc. Nous en sommes là aujourd'hui. Alors, est-ce que... c'est vrai qu'il y a énormément d'attentes, qu'on est tous sur les starting blocks en attendant cette liste gouvernementale, ce nouveau gouvernement. Beaucoup d'attentes, notamment en termes de changement. Le Maroc a pris un véritable virage, et même historique, après ces élections. Mais, Souad, notamment dans Maroc diplomatique, vous avez salué la présence de femmes. 3 femmes qui prennent la tête et les rênes des 3 plus importantes villes du royaume, à savoir Casablanca, Rabat, Marrakech. Maintenant, l'attente, elle est aussi sur cette équipe gouvernementale. Est-ce que les têtes vont vraiment changer ? Est-ce que nous allons avoir plus de femmes ? Et je vais aller encore plus loin, si vous me le permettez, dans ma question. Habituellement, on a toujours une femme à un ministère en particulier, qui est celui de la famille et de la solidarité, Exactement. comme s'il n'y avait d'ailleurs que les mères, que les femmes qui étaient mères de famille et jamais les hommes. D'ailleurs, j'ai jamais compris pourquoi il y avait toujours que des femmes là et pas ailleurs, d'autant plus. Est-ce que Parce vous... que les femmes ont la fibre sociale plus développée que les hommes. D'accord, mais un père, les hommes, ils sont pas pères de famille. Ils sont père famille, mais la fibre sociale et le rapport à la société n'est pas le même. Si vous me donnez quelques minutes, je m'en explique. Non, on va peut-être donner la parole à Souad, si c'est possible. D'abord, sur pour les commencer- 3 femmes Ah oui. arrivées en tête, c'est une grande avancée. Indéniable. Il faut dire que la victoire du RNI a apporté plusieurs changements sur la scène politique. Je dirais même un séisme ou une révolution politique à plusieurs égards. Y compris bien évidemment sur ce plan des femmes. Alors, voir au Maroc 3 femmes mères
J'ai horreur de cette féminisation du terme mairesse. Ah oui. Je ne sais pas pourquoi. Oui, Alors, c'est moche, 3, on est d'accord. n'est-ce pas? Oui, oui. Mère, 3 femmes mères. Exactement. 3 femmes mères à la tête de grandes villes et pas des moindres. Donc, si on prend par exemple Casablanca à 3,5 millions d'habitants, Marrakech, capitale touristique, à 1,3 ou 5 millions, Rabat à 500 000. Ce sont je dirais, des mégapoles. Et ces femmes-là qui sont arrivées aujourd'hui à ce positionnement n'ont pas le droit de nous décevoir. Parce que, Vous leur mettez la pression, là. Ah oui, ça c'est clair. Parce que il faut savoir une chose, c'est que les tribunaux populaires du net sont toujours là pour recadrer les choses, pour rappeler des promesses. Et des promesses, on en a eu. Donc aujourd'hui, il faut se mettre au travail. Parce que ce moment de victoire, d'euphorie passé, il faut retrousser les manches et passer au boulot. Au boulot, quoi. Et il faut dire que ces femmes n'ont pas la tâche, ou bien n'auront pas la tâche facile, aisée. Ça, c'est clair. Nabila Armili, par exemple, qui prend le poste de Omari, on sait très bien que plusieurs erreurs ont été commises, si vous voulez, concernant la gestion de la ville de Casablanca. Alors là, le seul hic au fait, c'est que Madame Armili, il y a un bémol. C'est Pourquoi? que déjà, on a commencé à critiquer le fait que son mari son mari soit le troisième vice-président. Or, dans le nouveau modèle de développement, justement, on dénonce, si vous voulez, ces liens de famille. De famille ou de très proches, en tout cas, ou de proches, ou d'amis. Absolument. Ça, c'est la première erreur pour vous commise déjà, à la base. Malheureusement. Donc, on attend beaucoup de choses de ces femmes et on a le malheur d'être des femmes. Parce que si c'était des hommes, on n'attendrait pas autant d'eux, si vous voulez. Donc, ce sont des femmes qui auront la double tâche. La double tâche de faire face, bien entendu, aux attentes des habitants de ces villes, mais en même temps de montrer que les femmes sont capables, si vous voulez, de gérer la chose publique et gérer des villes aussi importantes. Alors, excuse-moi, Mustapha, je continue. Allez-y. Alors, je disais tout à l'heure que la victoire du RNI a fait une révolution. Avec l'élection de ces femmes, on voit qu'il y a déjà 2 mythes qui vont disparaître. Le premier, c'est que on disait que les femmes, il n'y a pas de candidates, si vous voulez, pour ces postes. Tout à fait. Et le deuxième mythe, c'est que les hommes, ou plutôt les Marocains, ne voteront pas pour les femmes. Alors là, on devrait dire que ces mythes n'ont plus lieu d'exister. Je vais vous en rajouter une parce qu'on a fait un micro-trottoir dans l'émission de l'Hebdo où Rimel, notre journaliste, est descendu dans la rue. Et on s'attendait à ce que certains hommes disent oui, on doute. Eh bien non, figurez-vous, parce que à 90%, la grande majorité a fait part de sa fierté de l'image du Maroc avec 3 femmes à la tête des grandes villes. Et n'ont pas mis justement ce côté pression que l'on lit beaucoup dans notre presse, et beaucoup, vous avez raison, sur les réseaux sociaux. Mais la majorité des Marocains se dit fiers, tout simplement pour le moment, de se dire fiers. Bien évidemment que les attentes vont être très nombreuses. Ah oui, parce qu'il faut dire que moi, à mon humble avis, la victoire de Aziz Akhnouch et de son parti, bien évidemment, est la meilleure illustration qu'aujourd'hui, c'est une nouvelle ère, une ère, je dirais, exceptionnelle et exaltante, parce que c'est un Maroc qui a envie de changement. Ça nous rappelle un tout petit peu, Mustapha est champion en ce qui concerne les dates. En 2015, je crois,
le PJD avait raflé la mise sur les grandes et moins grandes communes. Aujourd'hui, on assiste à la même chose, mais avec le RNI. Le RNI, c'est bien entendu un parti qui est libéral. Donc, le Maroc, qui avait donné le pouvoir à, je dirais, un parti islamiste il y a quelque temps, s'attendant à ou plutôt aspirant à une moralisation de la politique, ou plutôt moralisation publique, aujourd'hui a retiré ce pouvoir. Parce qu'ils sont arrivés au pouvoir par les urnes et aujourd'hui, ils sont partis par les urnes. Exactement. Donc, le RNI est aujourd'hui, il a une mission qui lui a été confiée par les urnes. Donc, à lui de savoir en faire Est-ce que vous pensez, Souhed, on a parlé de ces 3 femmes, est-ce que vous pensez que la démarche, va s'intensifier, va aller dans le sens en donnant des portefeuilles ministériels à des femmes? De toute façon, il y a un nom déjà de citer parmi ces 3 femmes. De toute façon, je l'espère. Est-ce que ce serait pour vous une grosse déception? Ah, c'est clair. Ce sera une déception si on n'a pas de femmes à la tête de ministère, et pas n'importe quel ministère. Voilà. Parce que, rappelons-le, lors du gouvernement de Ben Kairan 1, il y avait une seule femme qui était Bassima Haqawi. Ministère de la Famille et de la Solidarité. Exactement. Et là encore, les femmes sont acculées à ce genre de portefeuille. Est-ce que vous ne trouvez pas, alors excusez-moi, je vous interromps, il y a une consoeur qui a mis ce fameux ministère toujours donné à des femmes, j'espère que l'équipe qui est en train de travailler nous écoutera, dit c'est comme remettre la femme à la cuisine et à la maison, de donner systématiquement ce ministère, c'est pour ça que je l'ai mis même en introduction, de mettre toujours que des femmes à ce poste, c'est renvoyer la femme à la famille, point barre. Elle a raison de le dire, mais on peut l'accepter dans le gouvernement de Ben Kairan. Ouais, je demandais juste de vous rapprocher un tout petit peu, mais pas seulement, même par la suite. Ça a été pareil. Non, je parle déjà de Ben Kairan qui avait assimilé la femme à... Mais en dehors de ça, par rapport à ces ministères-là, justement, par rapport à ce ministère-là, que ce soit toujours que des femmes et que les femmes soient... Dernièrement, on a eu, dans la dernière mandature, si vous voulez, il y avait une femme à la tête du ministère du tourisme. C'est vrai, tout à fait. Oui. Il y avait aussi une femme dans le ministère de l'Habitat. D'accord ? Alors, moi, c'est pas par exigence, mais... Je ne fais pas non plus dans le féminisme galvaudé, mais il ne faut pas, on ne doit pas parler de parité rien que pour avoir l'effectif ou bien le nombre. Pour nous, c'est les compétences. Et je poserai une simple question. Est-ce qu'on n'a pas un équivalent si vous voulez, dans de femmes, bien au sein des femmes, est-ce qu'on n'a pas un équivalent de compétences que celui des hommes à qui on donne des ministères stratégiques? Et là, je dirais, avec beaucoup d'amertume, que ça nous pousse à nous inscrire dans le fait que, comme dirait l'autre, le jour où on donnera ou bien on mettra une femme incompétente à la tête du gouvernement, on sera dans l'égalité des sexes. C'est une formule de Françoise Giroud. Oui, absolument. Vous en souvenez bien. Alors, je suis une fan de Françoise Giroud. Sur ce qu'a dit Souhed. D'abord, vous avez parlé de le RNI, c'est une révolution que génère le RNI, c'est excessif. Le RNI, ce n'est pas un parti qui apporte une révolution. Il y a une stabilité, un corps électoral. C'est un parti qui a rebondi sous la présidence d'Aziza Khanouch. Donc, effectivement, mais il y a un grand changement. Pour ce qui est des femmes, je voudrais observer d'abord ceci. C'est intéressant, les 3 villes. La capitale, la métropole économique du royaume, Casablanca. Et la capitale touristique. Ensuite, la capitale touristique, Marrakech, qui a une forte visibilité, une forte exposition à l'international. Et puis, peut-être surtout, Rabat, la capitale
officielle et la capitale administrative du royaume. Donc ça n'est pas inintéressant. Donc ce sont des signes forts d'une avancée de la condition féminine. Pour ce qui est des compétences des femmes, pourquoi il y a si peu de femmes ? Parce que les circuits... Faites attention à ce que vous allez dire. Oui, les circuits de sélection sont au niveau des partis. Et les partis fonctionnent suivant un certain nombre de règles qui n'accordent pas beaucoup de place, malheureusement, aux femmes. Alors attendez, on va faire pause. Par rapport à ce qu'a dit Souad Mekawi, que ces élections ont prouvé... c'est vrai qu'on a entendu pendant très très longtemps, oui, les femmes ne veulent pas y aller, non, la politique c'est trop dur pour les femmes, enfin on a entendu beaucoup de choses. Ces élections ont prouvé quand même le contraire, comme elle l'a rappelé. Deux, juste pour finir, j'aimerais bien que vous me répondiez à cette question, Moustapha Shimi, et juste sans arrondir les angles, est-ce que vous ne pensez pas que cette fois-ci, on va tenir compte de la femme dans notre paysage politique, et prendre le courage à deux mains et dire on va le faire cette fois-ci, et donner des postes ministériels qui tiennent la route. Vous avez raison pour cette observation. Pour ce qui est des femmes et les résultats auxquels on est arrivé, c'est des femmes qui sont arrivées par les urnes. Ce ne sont pas des femmes parachutées. Tout à fait. Ou cooptées, ou ayant un lien familial, clanique. Avec voilà, elles ont fait leur campagne comme les autres. Elles sont venues par les urnes. Ça prouve qu'il y a une dynamique sociale dans le corps électoral qui a poussé dans ce sens. Et j'en tire cette conclusion qu'il y a un décalage entre la dynamique sociale au sein de la société et l'expression de cette dynamique sociale au plan institutionnel. Et donc, l'institutionnel en place, il est secoué, il est bousculé, parce qu'il y a une telle pression maintenant des Marocains et des Marocaines pour que la femme ait tout à fait la totalité de ses droits, donc de pouvoir accéder à des postes de responsabilité. Sur votre deuxième question, évidemment, il faut espérer qu'il n'y ait pas une sorte d'assignation par avance des femmes à des secteurs particuliers, le développement social, ceci, cela. Bien, il y a déjà eu dans le cabinet sortant une femme qui a été nommée à l'habitat. Ministre du Tourisme, comme le rappelait le ministre du Tourisme et des Transports. Il faut espérer que l'affectation des femmes qui vont être dans ce cabinet sortent de ce périmètre réduit, de cet enclos, de cette assignation, pour pouvoir gérer des départements importants. C'est d'ailleurs vrai, vous savez, c'est d'ailleurs vrai dans des départements régaliens. Il y a des dizaines de femmes qui sont ambassadeurs à l'international. Et oui, on l'oublie. Il y a dans un département aussi régalien que le ministère de l'Intérieur, il y a des femmes gouverneurs, il y a des femmes wali. Donc il y a quelque chose qui est en train de se faire. Donc des femmes déjà engagées sur le plan politique. Mais ça tient à une ferme volonté royale. C'est clair. Non, c'est important. C'est-à-dire que c'est le roi qui a cette vision de la promotion féminine depuis maintenant près de décennies, avec la réforme de la douane, etc. Et c'est le roi qui veille toujours à ce qu'il y ait des nominations de femmes ayant des profils. Elles ont des compétences, bien sûr qu'elles ont des compétences. Le problème, je dis, c'est les procédures de sélection au niveau des partis. Nous aurons une vingtaine de départements ministériels. Je ne compte pas les 5 départements régaliens, il y en aura 15. L'idée qui circule maintenant, c'est qu'il y ait une femme par parti dans ce cabinet. Ça donnerait 3 femmes. Ouais. Donc nous en sommes là. Donc pourquoi ? Parce qu'il faut faire de la place aux autres responsables de partis qui sont là à côté de leurs dirigeants respectifs et qui font du lobbying. Et puis il y a une culture. Il y a une culture au niveau des ministrables de chacun des partis qui veut qu'il y ait bien une femme, etc., mais pas au-delà, parce que c'est autant de places en moins pour les candidats ministrables masculins. Alors, moi, je vais même pas vous étonner, j'allais dire, je vais vous choquer, mais comme disait à très juste titre Souad tout à l'heure, c'est quand même dingue. Bon, c'est pas que chez nous au Maroc, bien évidemment, mais de se dire, faut mettre des cases, c'est la parité, il faut qu'on montre qu'il y ait une femme, et on va pas réfléchir à la stature, à sa compétence, à son expérience. C'est toujours, en fait, en termes de calcul. Là, je ne parle pas des portefeuilles ministériels importants ou pas, mais à chaque fois, c'est de dire, ouais, mais il faut quand même qu'on glisse. Vous savez, c'est comme dans des grosses réunions où il faut qu'on mette quand même deux nanas, là, parce que sinon, ça va être la honte. Exactement.
voyez, on est encore en 2021 chez nous avec ça, en se disant, il faut quand même qu'on mette des femmes. La parité, si vous le permettez, se fait de deux manières non cumulatives. Soit ça se décrète. Oui, ça se décrète, c'est-à-dire qu'on décide d'un gouvernement paritaire. Oui. C'est le cas en France, il est paritaire, c'est le cas en Espagne, c'est le cas dans les pays nordiques, etc. Et si, premier point, on décide également la parité pour ce qui est de la représentation des femmes dans les institutions. Et si ce n'est pas le cas, il y a des amendes financières. C'est le cas en France. Les partis qui ne respectent pas cette règle de la parité sont tenus de payer des amendes financières. 3, il y a la poussée, les revendications non seulement des mouvements féministes et associatifs, mais aussi de la société qui pousse dans ce sens. Moi, je suis frappé par la maturation de la société marocaine aujourd'hui, qui a changé. Le Maroc 2021, c'est pas le Maroc 2060, 1960 ou 80, etc., et qui est extrêmement favorable à ce que les femmes aient des postes. Ensuite, j'ajoute un dernier point, c'est qu'il y a une contrainte qui pèse sur les femmes qui ont des responsabilités. Parce que ce sont des femmes, Souad l'a dit, elles doivent faire plus et mieux. Mieux que les hommes, parce que c'est un challenge. Et puis, un dernier point pour la gouvernance, si vous permettez. Sur la gouvernance, les femmes sont davantage engagées dans leur travail. Il n'y a pratiquement pas de corruption, il faut bien le dire une fois. Les femmes sont extrêmement rétives à l'endroit de la corruption et des avantages. Et donc, ça fait partie des nouvelles valeurs de la société, des aspirations des électeurs et des citoyens. Une réponse très courte comme ça, on va passer à autre chose, si vous le voulez bien. Ce nouveau gouvernement, enfin, ceux qui sont en train de le monter et de négocier en ce moment, auront-ils le courage de le faire, Souad ? Moi, je dis toujours qu'il y a de bons signes déjà, et donc on ne peut qu'être optimiste. C'est vrai, avec d'un optimisme un peu prudent, mais bon, on a jusqu'à... Vous y croyez, en tout cas, vous y croyez. Oui, franchement, et je serais déçue si jamais il n'y a pas de femmes à ces postes. Déjà, comme a dit Mustapha, il est dans les secrets des dieux. Ah non, c'est tout à fait à la périphérie de la périphérie. Attendez, il se trompe souvent sur les pronostics. Hein. Oui, mais c'est volontaire, c'est pas mais oui, il a dit que probablement il y aurait 3 femmes. Alors, je voulais rebondir sur ce que disait Mustapha tout à l'heure, justement. Effectivement, il y a une percée de femmes. Alors, là, avec ces 3 maires à la tête de grandes villes, il y a aussi une femme présidente de la région, Gulmi Mouadnoun. Une sur 12. Une seule. Ça vous donne une idée des difficultés. Sur 12 régions, il y a une seule femme. Exact. Et là encore, on ne peut pas passer sans parler des problèmes qui ont suivi. Faites attention avec votre petit bracelet qui cogne la table et qui résonne dans le micro. Désolée. Excusez-moi. Excusez-moi, Fathia, il y a une chose qui est extraordinaire, si vous voulez. Il y a une jeune fille, je crois, de 18-19 ans. Voilà. Alors là, c'est une première au Maroc. Dans une commune rurale. Exactement. Alors là, ça montre la maturation, comme a dit tout à l'heure Mustapha, de la population marocaine. Donc on ne peut qu'espérer... Qui a été courageuse quand même. Je veux dire, ce bouleversement aussi, ce sont tous les citoyens marocains, non seulement qui l'ont souhaité et qui y sont allés. Et qui a accepté de se médiatiser. Exactement. C'est important. Alors attendez, quand vous dites, moi j'aime de la beaucoup... commune rurale, c'est médiatisé. Et donc c'est un signe fort d'affichage d'une volonté d'assumer sa condition de femme. Moi j'aime beaucoup les pronostics. Malheureusement, Saad Ben Mansour ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui, mais j'aime bien les pronostics. Quand vous parlez de 3 femmes, 3 ministères, ce seraient lesquels ? Allons-y. Ah, j'en sais pas plus. Non, quand j'ai dit non. Donc, quand j'ai dit qu'actuellement les partis. Non, mais d'accord, mais je sais que vous ne savez pas, mais vous diriez quoi ? Sur l'idée qu'il y ait une femme pour chacun d'entre eux. D'accord, mais vous les verriez où ? Allez, ben, évidemment. Soyez courageux. Dites-nous. Sans grand risque. Je doute que le département de l'Intérieur soit donné à une femme. Bien.
je doute que le département de l'économie et des finances soit donné à une femme. Donc lesquels Bon, ça serait le tourisme. Le tourisme maintenu, l'habitat, pourquoi pas. Peut-être. La santé, pourquoi pas aussi. La santé, peut-être aussi la jeunesse et les sports. Ouais. Ce qui serait un bon signe. Un bon signe, montrer quand même que les femmes aussi peuvent accéder à des responsabilités dans Tourisme, ce secteur. habitat, jeunesse et sport. Sport. Pas mal. Oui, Serez-vous Moi, je pense. Je note les pronostics. Moi, je pense à la santé. Santé. En plus de ce qu'a dit Mustapha, je le rejoins sur ce plan. On voit mal, c'est pas qu'on voit mal, on ne voit pas... Sur un ministère régalien. Ah oui. Ça, Santé, quoi d'autre vous Pas pour verriez le des moment, femmes parmi du moins pas pour le ces moment. trois femmes peut-être qui Pardon, deviendraient ministres hein, vous les voyez où? Donc aux trois postes, ce serait... Alors, Moustapha Sahimi a je dit vois le tourisme, je vois l'habitat, la santé, jeunesse et le sport, tourisme santé, aussi. tourisme. Oui, Il pourquoi pas. faut ajouter l'enseignement supérieur et la recherche. Ça, c'est des postes décrochables pour une femme. Parce Vous que y nous voyez avons- une femme? Non, parce que j'ai dit Ministère de l'enseignement l'Éducation. supérieur, pas Ah, l'éducation de l'enseignement nationale. supérieur. C'est la recherche D'accord. stratégique parce que nous Tout à avons fait. de grands profils de femmes C'est vrai, chercheurs c'est vrai, tout à fait. qui ont des diplômes, Oui. qui ont des parcours, etc. Vous Ça diriez n'est la même pas chose, impossible. enseignement supérieur peut-être pour le Oui, troisième pourquoi pas, portefeuille pourquoi pas, puisque Mustapha en parle, j'ai en tête, par exemple, des présidentes d'universités qui ont tout à fait, fait. exactement, Ouais. qui ont fait... Alors, les pronostics de Moustapha Sahimi et de Saad Mekawi, 3 femmes qui pourraient devenir ministres en tout cas. 3 femmes au moins. Au moins. Ah, oui, 3 femmes Soit au moins. tourisme, soit à l'habitat, jeunesse à la jeunesse et au sport, l'enseignement supérieur, et puis pour Saad Mekawi, pourquoi pas la santé. Alors, il est vrai qu'il y en a une qui se murmure dans les couloirs et dans mon oreillette, qui serait au niveau de la santé. J'aimerais, s'il vous plaît, parce que on va essayer de ne pas déborder aujourd'hui, j'aimerais que l'on parle également des gros chantiers cruciaux pour l'avenir de notre pays, parce que ce nouveau gouvernement, à peine sera-t-il nommé et en poste, il y a des dossiers qui sont des plus urgents, qui ont tardé. Moustapha. Premier grand dossier de ce cabinet qui La sera protection sociale. constitué au plus tard le 8 octobre du fait de la Cette contrainte, semaine, etc. ça va être peut-être... Cette cette semaine, c'est alors, probable ou pas alors, pour l'agenda, je vais vous Ou la semaine répondre, prochaine il y a les élections de la Chambre des conseillers le 5 octobre. Exact. Et le Bien. 8, c'est l'ouverture Et de la le session 8, c'est l'ouverture parlementaire. officielle de la session. Donc il faut que ce soit avant, Je le quoi qu'il répète, arrive. le souverain voudra avoir le 8 octobre au Parlement l'ensemble des institutions en place, c'est-à-dire les parlementaires des deux chambres et le gouvernement formé. Ouais. Formé et nommé. Et nommé, il lui restera l'investiture dans les semaines qui suivront. Parmi les chantiers, le premier grand chantier qui va se présenter à ce cabinet, c'est le projet de loi de finances pour 2022. Oui. Pourquoi ? Parce que là encore, il y a une contrainte d'agenda. La loi organique des finances dit que le projet de loi de finances doit être déposé au Parlement au plus tard le 20 octobre. Donc, voyez bien que le stress qui va accompagner la nomination de ce gouvernement, il a, évidemment, dans les tiroirs, le département des finances a préparé un projet de loi de finances quand Othmani était chef de gouvernement, et c'était Mohamed Bchaboun qui l'avait préparé, ça avait été validé dans les grandes lignes, mais il est bien évident que Aziza Khenouch voudra imprimer sa marque, et fortement, par rapport à ce projet de loi de finances 2022 qui va tourner le dos à un certain nombre de mesures, de dispositions prises dans l'avant-projet prêt. Donc la loi de finances, c'est pour moi un grand test. Pourquoi ? Parce que c'est la première grande épreuve de ce cabinet. Pour 2022, il va dire les priorités, il va dire les mesures et il va déterminer les arbitrages qui vont être faits. Pour ce qui est des citoyens, c'est important la loi de finances, et aussi pour les opérateurs économiques, évidemment, qui attendent. bien sûr. Pourquoi ? Parce que ça donne de la visibilité, enfin. Surtout après ce que nous venons de oui, traverser. à ce que veut faire ce gouvernement. Et ce que veut faire le gouvernement, c'est d'abord restaurer la confiance. Il faut qu'à travers cette loi de finances 2022, il y ait un processus de restauration de la confiance envers cette équipe-là. 2, il y a des mesures sociales qui doivent être prises. Vous y avez fait référence. La protection sociale. Les citoyens sont en attente.
ils ont beaucoup souffert pour ce qui est de leur pouvoir d'achat, de la crise sociale et économique, et ils attendent des signes clairs d'un changement, sinon d'une rupture, avec une certaine politique publique. Alors, ça intéresse quoi? Ça intéresse la reprise active du dialogue social, c'est important. La reprise du dialogue avec les organisations professionnelles, la CGM, et puis la concrétisation d'annonces inscrites au titre de la protection sociale. Vous faites référence au droit de grève? Bien sûr qu'il faut régler ça. Voilà, répondez-moi. Ah, mais je vais vous répondre. Vous savez, cette histoire de droit de grève, elle est en instance depuis décembre 1962. C'est-à-dire la première constitution marocaine. C'est fou, c'est vrai que c'est un dossier dans les tiroirs. Et donc, faudra bien que le chef du gouvernement arrive à promulguer et à arrêter un texte relatif à l'exercice du droit de grève, parce que ça fait partie de la réforme du Code du travail, mais ça fait partie aussi du climat d'attractivité du milieu d'affaires et d'investissement au Maroc. Les grands chantiers prioritaires, selon vous, Sohad Mekawi? Moi, je dirais que le premier défi que le gouvernement Arnouch aura à relever, c'est en premier restaurer la confiance des citoyens. Les citoyens qui devront avoir confiance en ce gouvernement, ce nouvel exécutif et en les institutions, bien évidemment. Le deuxième, après bien entendu le projet de loi de finances, il y a aussi des chantiers qui ont été déjà, si vous voulez, entamés. Donc c'est la généralisation de la couverture sociale, bien évidemment. Là, c'est la grande attente, ou bien les grandes attentes des citoyens marocains. Et pour cette généralisation, plutôt pour cette couverture sociale, on a besoin d'un système, ou plutôt d'un ministère de santé qui puisse être à la hauteur pour restructurer les choses au sein du ministère, parce qu'aujourd'hui, les dysfonctionnements, ils sont connus. Donc les priorités le sont aussi. Oui, est-ce que vous croyez est-ce que vous ne croyez pas d'ailleurs que la première priorité, ça va être de s'atteler pour ce nouveau gouvernement à ce nouveau modèle de développement? C'est clair. Parce que là, en termes de capital réuni à travers tout ce qui a été dit dans les différentes régions du pays, il y a quand même beaucoup de choses qui sont remontées et des propositions et des recommandations qui ont été faites. Est-ce que vous ne croyez pas que ce sera la première tâche de s'atteler justement à ces attentes et de tout le travail qui a été fait? Vous avez raison de le relever. Le cabinet Aziza Khanouch leur a une période de grâce traditionnelle de 100 jours. C'est dans la mentalité des citoyens. C'est-à-dire que d'ici fin janvier, il faut qu'il y ait des signes forts de changement. C'est quoi le changement? C'est précisément prendre en compte les axes stratégiques définis par le nouveau modèle de développement. Il ne peut pas définir son programme gouvernemental qui est en cours d'élaboration aujourd'hui, qui va présenter au Parlement au plus tard à la fin octobre, sans tenir compte de ce cadre référentiel stratégique qui a été validé et qui précise des orientations, mais en même temps les leviers de changement. Il faut relire le rapport du nouveau modèle de développement parce que les gens s'intéressent simplement à ça. Mais il y a une connexité entre les axes stratégiques et le rapport propose, il dit, pour s'engager de manière optimale dans ces axes stratégiques et ces changements, il y a des leviers de changement. Et s'il n'y a pas les leviers de changement, on va continuer à gérer des axes stratégiques sans la possibilité de peser sur les politiques publiques. Donc en faisant cette loi de finances, c'est le premier banc d'essai de la capacité de ce gouvernement à s'insérer dans une politique de changement et de rupture par rapport à tout ce qui a été fait, c'est-à-dire l'ancien modèle de développement, et ça sera intéressant de voir comment ça va se faire. Mais il est bien évident que très vite, les électeurs, les internautes, les citoyens seront exigeants. Dès les premières semaines, il faut qu'il y ait des mesures. Et qu'il y ait des changements et des mesures concrètes d'annoncer. Des mesures qui fassent sens et qui soient lisibles pour les citoyens. Dont une, Sohad Mekawi, qui est beaucoup revenu d'ailleurs, et qui apparaît en très bonne place dans ce nouveau modèle de développement, c'est bien évidemment la réforme de l'enseignement. Nous avons des lacunes invraisemblables et depuis X années.
et les attentes des citoyens sur cette réforme, il va falloir qu'on nous annonce des choses très très vite à ce niveau-là. C'est clair, je dirais que si le système éducatif est réformé, on peut espérer le meilleur pour notre pays. Parce que toutes les tares viennent de là. Là, on n'arrête pas de parler de corruption. Si on éduque justement le citoyen dès le bas âge aux répercussions, si vous voulez, de la corruption, on aura des citoyens à la hauteur de nos aspirations, à la hauteur de nos ambitions, et des citoyens qui pourront justement porter le nouveau Maroc. Donc, avec la réforme du système éducatif, qui fait partie effectivement des priorités du gouvernement Arnouch, en plus bien évidemment de la santé aussi, sans parler du côté économique. Alors là, on peut dire que la tâche de ce gouvernement n'est pas du tout aisée. Parce qu'en plus, comme vous venez de le dire, de suivre, si vous voulez, la feuille de route inspirée du rapport de la commission de Chakib Ben Moussa, il y a à côté aussi les promesses électorales. Et on n'oublie pas que Aziz Arnouch, dont le slogan était « Tu mérites mieux », eh bien, on attend effectivement ce que méritent les Marocains. On attend à ce que ce gouvernement apporte aux citoyens marocains. Bien évidemment, on ne doit pas être trop idéaliste, je dirais. Ce n'est pas un gouvernement qui va apporter la providence, ce n'est pas un gouvernement qui a la baguette magique, mais on attend un maximum. Une dernière question, parce qu'il nous reste 5 minutes, Moustapha Sahimi. Et qu'en est-il du PAM ? Ce sera une première expérience. C'est un parti qui a été créé en février... Un jeune parti qui a été créé en février 2009. 2009, suite à un accord qui avait été fait en août 2008 entre 5 partis. C'est un parti qui est dans l'opposition, qui est d'opposition, victime de printemps arabe et du mouvement du 20 février. Et d'ailleurs, aux élections de 2011, d'octobre 2011, il a eu 46 députés, alors que en 2009, aux élections locales de juin 2009, 4 mois après sa création, s'était classé au premier rang avec 21% des voix et des sièges. C'est un parti qui est dans l'opposition depuis 2 législatures. La question qui se pose, c'est quelle est la valeur ajoutée possible de ce parti dans cette coalition. Il s'est classé deuxième. Et donc, dans la comptabilité parlementaire, Aziz Arnouch devait tenir compte de ça, plus le parti d'Istiqlal qui a 80 sièges, qui était le troisième. Ce qui me paraît intéressant à relever, c'est qu'il y a peu de différences. Moi, j'ai étudié les programmes de ces 3 partis en particulier, plus celui du PPS. Il y a peu de différences quant aux objectifs, aux modalités, aux réformes, etc. La difficulté pour ce parti, ça sera de prendre en charge des propositions propres, alors que le gros de ces propositions est pris en charge par le RNI, par le parti de l'Istiqlal. Donc, il y a là un ajustement qui va se faire, et ça va se faire au niveau du réglage et des arbitrages des politiques publiques. Le moteur de cette majorité, de ce gouvernement, va être Aziz Arnouch et les ministres RNI. Deuxième moteur, lié d'ailleurs, le parti d'Istiqlal, les ministres d'Istiqlal. Troisième moteur, mais relatif, celui du PAM. Pourquoi ? Parce que le PAM ne justifie pas pour l'heure de compétences dans ses rangs, et donc au niveau des ministres qu'il va proposer, pouvant exciper d'une expérience comme les ministres RNI ou comme les ministres istiqlaliens. Donc il va être un peu décalé. Mais ce sera bien justement, ça ferait un petit peu de nouveauté. Oui, mais il y a une nécessaire mise à niveau qui doit se faire pour ce qui est des ministres PAM dans ce cabinet. La machine est entraînée essentiellement par les ministres RNI, les ministres de Istiqlal. Et puis quel est le message identitaire du PAM aujourd'hui en 2021 ? Ça n'est pas d'une grande clarté. Ça n'est pas d'une grande clarté, me semble-t-il. Souhaet Mekawi, par rapport au PAM ?
Alors, par rapport au PAM, je rejoins ce qu'a dit Mustapha pour ce parti qui a été pendant deux mandatures dans l'opposition. Et s'il ne participait pas à ce mandat, ça serait la fin du PAM. Exactement, ça serait la fin du parti. Oui, ça aurait PAM. été une mort clinique du parti. Et puis, on comprenait très bien le positionnement du PAM face au PJD, mais aujourd'hui, c'est inconcevable qu'il s'oppose au RNI. Il va s'opposer à... Il n'a plus d'adversaire historique et politique, Ouais. le PAM. Oui. Exactement. Donc le combat, c'est ça. C'est ça, absolument. Donc... Il est 13h45, je vais vous speeder un tout petit peu et rappeler un petit peu, on a essayé de parler de cette place des femmes, dans le nouveau gouvernement, dans les dernières tractations, auront-ils le courage de donner des postes stratégiques aux femmes? On devrait l'apprendre dans quelques jours. Vous dites pas cette semaine? Probablement la fin de la semaine. Avant de... mais... À la fin de cette semaine? Oui, probablement. Et vous, Saad? En principe, il y a une date incontournable, c'est le 8. Voilà. Donc nous sommes dans des délais maintenant contraignants. Je voudrais ajouter une observation, une dernière, si vous permettez, c'est que ce qui est important dans ces élections du 8 septembre et le nouveau cabinet Aziza Khanouch formé de 3 partis, dont un parti de la Koutla, c'est intéressant. Oui. Si on avait le temps de parler du CFP, mais ça sera pour une autre fois. Ce sera pour une autre fois, exactement. C'est le fait que, me semble-t-il, c'est une normalisation qui se fait. C'est une normalisation avec une alternance démocratique. Il y a eu 2 mandats PJD, ils ont donné ce qu'ils ont donné, j'y reviens pas. Les électeurs ont considéré que le bilan des 2 cabinets PJD n'était pas satisfaisant, ils les ont sanctionnés de manière brutale. Et donc nous revenons à une normalisation institutionnelle, une normalisation politique et une normalisation aussi démocratique. C'est-à-dire que ce sont des partis qui ont un référentiel libéral, social-démocrate et autres, etc., qui reprennent les choses en main. Et je crois que c'est important. Je vous donne le dernier mot. Alors, ce gouvernement Arnouch doit, si vous voulez, s'atteler à la tâche et opérer le changement. Le plus vite possible. Exactement. Et en fait, démontrer... Une obligation de résultat. Et ce que vous disiez serait de montrer très vite. Si ce changement, il y a l'impatience de tous les Marocains. Ils l'ont prouvé lors des urnes, lors des dernières élections. Il faut que ça suive très vite, qu'on n'attende pas encore une année avant de voir de véritables changements pour notre pays. Tout à fait, et on l'a bien dit, il y a les réseaux sociaux qui aujourd'hui font la réputation ou bien démolissent les personnes politiques. Et je reviens sur un point, c'est que ces 3 partis doivent user de tous les moyens pour pouvoir réussir. Parce que ne l'oublions pas, le RNI, c'est-à-dire s'il y a une chose à laquelle on ne s'attendait pas, c'était que le RNI prenne la tête de la primature. Et donc, il doit montrer de quoi il est capable. Il y a aussi le PAM, et nous avons expliqué ses challenges et ses défis. Et il y a le parti de l'Istiqlal, il ne faut pas l'oublier. Il traîne avec lui des casseroles. Les Marocains n'oublient pas que le parti de l'Istiqlal ne peut pas montrer patte blanche dans l'état actuel de l'école publique. Donc, ils doivent relever les défis et ils doivent répondre aux attentes des citoyens marocains. Il est 13h48. Je vous remercie à vous qui êtes dans votre voiture, dans votre cuisine, dans votre salon, peut-être même votre salle de bain, de nous avoir suivis. Merci beaucoup, Saad Mekawi. Je vous en prie. Merci Moustapha Shemi. Merci à vous. On se donne rendez-vous pour un nouveau Faites entrer l'invité lundi prochain. Ciao. Vivre avec vous. Radio 2R.